Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation sur le projet de loi 15, c'est-à-dire le projet de loi visant à rendre notre système de santé et de services sociaux plus efficace. Donc, on s'est regroupé la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, la CROCAT, avec le regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, le RFAT, et le regroupement d'associations de personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue, le RAFAT, pour vous faire part justement de nos analyses et des enjeux là, qu'on voulait aborder avec vous concernant cette réforme de santé-là. Donc, le plan de présentation pour aujourd'hui, d'abord, on va commencer avec une introduction, voir justement le projet de loi 15, qu'est-ce que ça va amener concrètement comme changement. Ensuite, il va y avoir 5 blocs thématiques sur les grands enjeux qu'on voulait voir avec vous. D'abord, au niveau de la centralisation et de la perte démocratique que ça va amener, de la privatisation, de l'accessibilité aux soins et aux services de santé, tous les enjeux aussi plus spécifiques pour le milieu communautaire, puis également d'autres impacts sur les travailleurs, travailleuses, ainsi que sur les citoyens et citoyennes. Évidemment, il va y avoir une conclusion, puis comme on le disait, là, une période d'échange là, où vous pourrez parler de vos préoccupations en ce sens. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Joanie pour l'introduction. Oui, merci David Alexandre. En fait, comme on souhaitait vous faire aussi un petit rappel des anciennes réformes auxquelles on a vécu là, depuis les années 2000 au niveau du réseau de la santé particulièrement. Donc, un petit rappel historique, la première fusion, il y a eu une première fusion en 2003-2004 où est-ce qu'il y a eu la création des non, excusez-moi, des centres de santé et services sociaux. Donc, il y avait eu la fusion des hôpitaux, des CHSLD et des CLSC à ce moment-là. Par la suite, en 2014-2015, ce fut la deuxième fusion liée à la réforme Barrette du projet de loi 10. Donc, il y avait eu la fusion des CSSS et des CIUS. Ensuite, il y a eu une troisième fusion en cours. Ben, là, c'est ce qui est actuellement en cours là, pour devenir des établissements de l'Agence Santé Québec, donc en vue de devenir une société d'État. Il faut se rappeler que tout ça, ça s'inscrit dans la mouvance néolibérale de la nouvelle gestion publique qui a émergé dans les débuts des années 80. Bien que ça peut prendre différentes formes, la nouvelle gestion publique consiste essentiellement à imposer dans le secteur public les méthodes de gestion propres au secteur privé, notamment en créant des instances autonomes dirigées par des PDG, partageant la culture d'une entreprise privée. Cette approche prétend réduire les coûts et la lourdeur bureaucratique de l'État et augmenter l'efficacité des services. Donc, on est conscient aussi là, que chaque fusion est toujours de plus en plus grosse, bien qu'on voit que la fusion précédente ne fonctionne pas pour améliorer réellement le système de santé et services sociaux. Et aussi, il faut préciser que tout ça découle d'une recommandation d'un rapport, le rapport Claire, qui avait été euh, élaboré là, il y a plus de 20 ans et qu'aucun gouvernement n'a voulu mettre en place. Donc là, actuellement, le gouvernement emboîte le pas et vont réaliser cette grande démarche. Donc, plus précisément, qu'est-ce que le PL15, le projet de loi 15 qui vise à rendre le système de santé et des services sociaux plus efficaces? Dans le fond, c'est comme un projet de loi là, qui est quand même très volumineux, voulant réformer le système de santé et des services sociaux. Plus exactement, c'est 1180 articles, 305 pages, 35 lois qui vont être modifiées. Et tout ça découle aussi là, il y a eu des consultations où il y a eu près de 114 mémoires qui ont été déposées. Euh, et par la suite, là, on voulait vous présenter un peu le processus de consultation et d'adoption du projet de loi qui est en cours actuellement. Donc, rappelons-nous que le dépôt du projet de loi a été
apporté le 29 mars 2003 par le ministre Dubé. Ensuite, il y a eu une consultation parlementaire qui avait été mise en place, invitant les différents groupes à venir commenter le projet de loi. Tout ça s'est tenu en mai 2023. Par la suite, il y a eu une analyse du projet de loi par les parlementaires qui a été démarrée le 31 mai dernier. L'analyse a pris une pause pendant la période estivale, évidemment, puis il y a eu la reprise des travaux le 21 août dernier. Suite à ce processus, le projet de loi devrait être adopté par l'Assemblée nationale. Les différentes mesures prévues au projet de loi prendront effet à partir de différentes dates. Le gouvernement de la CAQ actuellement siège de manière fortement majoritaire, donc davantage révélatrice de ses intentions réelles que les discours rassurants qui tiennent sur la place publique. Le ministre Dubé n'écarte pas l'idée d'avoir recours au bâillon pour son adoption. Et en septembre dernier, le ministre a déclaré que l'échéancier le plus raisonnable serait de voter en novembre ou décembre l'adoption, suivi de 6 mois de transition, prendre l'été pour s'adapter et être opérationnel en 2024. Donc, aussi, ce qu'on voulait vous mentionner, c'est tous les changements qu'engendra le PL15. En fait, comme vous savez toutes, là, c'est une nouvelle société d'État qui va coordonner davantage le volet opérationnel du ministère, qui, lui, se concentrera aussi sur la définition des grandes orientations et stratégies. En séparant les opérations des orientations, Québec veut que le ministère retrouve son rôle premier de planification pour mieux répondre aux besoins populationnels. Bon, différentes sociétés d'État existent actuellement au Québec. On a juste à penser à la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, Hydro-Québec, Revenu Québec, l'Auto-Québec. Leur caractéristique, c'est de donner des services et de générer des profits. Les sociétés d'État sont assujetties à la loi sur la gouvernance sur les sociétés d'État, y compris pour la composition de son conseil d'administration. Donc, les membres du conseil d'administration d'une société d'État, autres que le président ou le PDG, sont nommés par le gouvernement en tenant compte que les profils de compétences et d'expérience sont approuvés par le conseil. La durée de leur mandat ne peut excéder 4 ans. Donc, on peut se demander quels seront les profils de compétences recherchés pour combler le conseil d'administration de cette nouvelle société d'État. Ensuite, quels sont les changements que le PL15 apportera? Dans le fond, cette société d'État va gérer la santé et les services sociaux sous le chapeau de l'Agence Santé Québec. Il va y avoir une migration de 30 à 40 des employés du ministère de la Santé vers de nouvelles agences. L'intégration des 6 CIUS dans le Santé Québec, donc une fusion encore plus grosse que le PL10, et les 6 CIUS deviendront des établissements de Santé Québec. Le ministère donne les orientations. Santé Québec met en place les services. L'ancienneté qui est reconnue dans l'ensemble du réseau, il va y avoir 136 accréditations syndicales qui vont être réduites à seulement 4. Les gestionnaires responsables sur place vont relever de 30 PDG régionaux qui, eux, répondent au président et au chef des directions de Santé Québec. Le commissaire national aux plaintes va chapeauter les instances déjà existantes pour assurer que le traitement des plaintes est uniforme à travers l'ensemble du Québec. Il n'y aura aucune obligation de communication avec l'Ordre professionnel des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec. Il va y avoir une fin du recours aux agences de placement privé, adoption d'un dossier de santé accessible et possibilité d'accéder au dossier par les chercheurs et les chercheuses sans approbation des titulaires du dossier. Il va y avoir aussi la télésanté qui va être mise de l'avant. Donc là, je céderai la parole à David Alexandre pour la suite.
Oui, merci Joanie pour cette belle introduction. Donc, ça met la table là, sur la complexité et la grosseur de cette réforme-là. Donc, notre premier enjeu qu'on voulait aborder avec vous, justement, je pense que l'introduction l'introduit bien, mais on s'enligne justement vers la centralisation et la perte démocratique. Donc, en ayant la fusion des six CIUS à cette grande société d'État, l'Agence Santé Québec, c'est sûr qu'il va y avoir de la centralisation de pouvoir et des prises de décision. On trouvait également que l'enjeu de la centralisation rejoint l'enjeu de la perte démocratique, puisque le fait de centrer les décisions, d'être dans une approche top-down, ça va enlever des espaces démocratiques où plus de gens pouvaient s'exprimer, notamment en région aussi. Donc, comme on peut voir là, c'est l'Agence Santé Québec va prendre les décisions, ça va descendre dans les établissements régionaux, les anciens CIUS en fait. Donc, c'est ça, on trouve que c'est un recul démocratique, le fait que cette agence-là soit une société d'État. Bon, les exemples, je pense qu'on les a vus en introduction, les caractéristiques, comme Joanie le mentionnait, donner des services, générer des profits. Donc, on trouve ça inquiétant qu'on fasse ça pour notre système de santé et de services sociaux. Le CA de Santé Québec, que dès son deuxième mandat, va approuver les profils de compétences. Encore là, comme Joanie le disait, on ne sait pas ça va être quoi ces profils de compétences-là. Est-ce que ça va être des gens d'affaires? On trouve ça inquiétant. Donc, qui dit un CA de Santé Québec dit l'abolition des CA des CIS et des CIUS pour créer des comités d'établissements régionaux de Santé Québec. Ces comités-là, ils seront pas décisionnels parce que ça va être le PDG seulement qui va prendre les décisions. Donc, un PDG par établissement, un PDG par région. Donc, ça, le fait que les conseils d'établissement soient pas décisionnels, c'est déjà un recul démocratique, mais en plus, dans sa composition, il y a un recul démocratique également. Donc, les CE vont être composés du PDG de l'établissement, d'une personne représentante de chacun des milieux suivants. Donc, une personne pour le communautaire, une pour le municipal, une pour l'enseignement et une personne du milieu des affaires, 5 usagers de l'établissement. Si l'établissement a une fondation, le ou la présidente de celle-ci. Donc, on voit qu'on vient enlever la place. Dans le fond, il n'y a plus d'acteurs qui œuvrent dans le système de santé et de services sociaux, comme par exemple un médecin, une personne en soins infirmiers ou en protection de la jeunesse, alors que c'est les principales là, concernées. Puis, dans le fond, si on fait un rappel de la composition actuelle du CA du CISAT, par exemple, on voit vraiment le recul démocratique. Déjà, on passe de 17 personnes à 11 avec les CE. Donc, sur le site là, du SAT, ce qu'on nous dit, c'est que les affaires d'un centre intégré de santé et de services sociaux sont administrées par un conseil d'administration composé des 17 personnes suivantes. Donc, on parlait d'un médecin omnipraticien, un médecin spécialiste, pharmacien d'établissement, une personne désignée parmi les membres du conseil des infirmiers infirmières, une personne désignée parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l'établissement, une personne désignée parmi les membres du comité des usagers de l'établissement, une personne nommée par le ministre à partir d'une liste là, fournie, dans le fond, une personne pour représenter le milieu de l'enseignement. Il y avait également 9 personnes indépendantes, dont une personne qui représentait le milieu communautaire également, et le président directeur général de l'établissement nommé par le gouvernement. Donc, ça, on voit que déjà, il y avait beaucoup de désignations qui se faisaient en région. On dit désigné parmi les membres du département régional, tandis que là, le CA, ça va être vraiment décidé par Santé Québec. On trouvait important, ça, on le parlait un peu en introduction, là, les différentes réformes, mais plus spécifiquement, on a fait un petit historique des changements de gouvernance en lien avec les différentes réformes en santé au Québec. Donc, si on se ramène dans les années 90, il y a eu la réforme Côté qui, à l'époque, s'appelait le projet de loi 120. C'était avec cette réforme-là qu'il y a eu la création des régies régionales. Donc, à
ce moment-là, le CA était élu en région et il y avait 5 postes réservés au milieu communautaire et c'était justement le milieu communautaire qui choisissait qui était élu justement. C'est à cette même époque-là aussi qu'a commencé tranquillement à naître ce qu'on connaît aujourd'hui, la CROCAT, la concertation régionale. Dans le fond, déjà, les organismes là, se réunissaient à l'époque. Puis, grâce à la concertation, il y a eu cette victoire-là d'avoir 5 postes au CA de la régie régionale. Par la suite, en 2003, il y a eu la réforme Couillard, dans le fond, le projet de loi 25. Donc, c'était l'abolition des agents de la régie régionale pour créer l'agence et les centres de santé de services sociaux, comme on disait, qui était la fusion là, des centres hospitaliers CLSC, CHSLD. Là, c'est ça. En fait, entre la réforme de 90 et de 2003 pour arriver à la composition de ce CO-là, en fait, c'est qu'il y avait eu des amendements à la loi 120. Dans le fond, c'est ça. On avait eu déjà des pertes démocratiques parce qu'on venait réduire la représentativité du milieu communautaire. Donc, on a passé de 5 postes à un poste pour le milieu communautaire. Puis, on a assisté aussi à la nomination d'un PDG par le ministre. Donc, encore là, ça limite le pouvoir là, du CA. Fait que déjà à cette époque-là, l'objectif était de davantage de centraliser les décisions à Québec. Fait que il y avait une perte là, de pouvoir démocratique en région et pour les organismes communautaires. Puis ça s'est pas amélioré parce qu'il y a eu la réforme Barrette, le projet de loi 10 en 2015, peut-être certains s'en souviennent. Dans le fond, c'est la fusion des C3S qui sont devenus le CISAT. Donc, peut-être juste se rappeler, les C3S, il y en avait un là, dans chaque MRC. Dans le fond, puis le CISAT, maintenant, c'est un pour la région. Donc, le CA avec des membres désignés en région et d'autres nommés par le ministre, donc le PDG, et la personne au poste communautaire est choisie par le ministre. Fait que, tu sais, en 90, il y avait 5 postes réservés pour le communautaire choisis par le milieu communautaire. En 2003, un poste réservé au milieu communautaire, mais choisi par le milieu communautaire. Et maintenant, en 2015, une personne représentant le milieu communautaire, mais c'est pas le milieu communautaire qui choisit la personne. Et ce qui nous amène maintenant à la réforme du B, le projet de loi 15. Donc, on parle que le CISAT deviendrait un établissement régional de l'Agence Santé Québec, une société d'État. Il y aura plus de CA, ça va être un CA non décisionnel comme on l'a mentionné. Le pouvoir du PDG nommé par le ministre, une personne représentant le communautaire, mais encore une fois nommé par le ministre, et un CA de la grande société d'État, là, Santé Québec. Donc, les décisions vraiment encore plus centralisées à Québec. Fait qu'on voit que vraiment, il y a je dirais pas une progression, c'est plus une dégradation, là, mais une progression dans le sens de plus en plus de centralisation. Donc ça, c'était concernant le conseil d'administration, la gouvernance, plus au niveau de la structure, mais il y a aussi une perte démocratique en abolissant les séances publiques d'information qu'il y avait au CISAT. Dans le fond, il y aura plus de séances publiques d'information annuelles, ce qui était prévu dans la L4S, la loi sur la santé et les services sociaux. La fin également des séances publiques d'information lors des rencontres des CA régionaux, qui est également prévu dans la L4S. Fait qu'en abolissant ces séances-là, ben, il va y avoir une disparition de la période de questions et également l'élimination ben, d'une tribune. Dans le fond, il n'y aura plus la place pour les troc-rocs comme la croquette, par exemple, pour aller afficher les revendications publiquement. Fait qu'il y a vraiment un recul démocratique tant pour les organismes communautaires que pour les populations qu'on représente, parce qu'on sait qu'on travaille au quotidien avec des populations plus vulnérables. Tu sais, on est sur le terrain, on voit ce qui se passe. C'était des espaces où on pouvait aller faire état de ça, mais là, en venant enlever ça,
ça réduit énormément la place pour le communautaire d'aller s'exprimer, puis pour la population aussi, là, la participation citoyenne va être affectée de cela. Au niveau des comités des usagers, je vais laisser Valérie nous en parler. Oui, merci David Alexandre. Donc, en fait, une autre perte démocratique importante qu'on a remarqué, c'est le comité des usagers. En fait, le BL15 propose la création d'un comité national des usagers qui serait formé par Santé Québec. Donc, on remarque qu'il ne reste pas vraiment de pouvoir réel. Ils sont nommés pour 4 ans. Le comité national des usagers, il serait composé de membres des comités des usagers, des représentants d'usagers et d'une personne exerçant des responsabilités de direction, cette dernière étant placée sous l'autorité directe du PDG. Donc, en faisant disparaître les comités d'usagers, ça renforce le pouvoir entre les mains de Santé Québec et des PDG d'établissements. Le pouvoir des citoyens et des usagers dans le système de santé et des services sociaux est complètement dilué. Donc, nous, on trouve ça inquiétant à long terme sur les effets que ça va avoir sur la surveillance et la qualité des services. Dans le fond, dans le projet de loi numéro 15, l'abolition des comités d'usagers de mission pour les déficiences intellectuelles, physiques et de l'autisme, ainsi que l'absence des mesures pour les personnes handicapées et leurs proches, prennent pas en compte les enjeux importants qui les touchent. Donc, en fait, c'était la place pour ces personnes-là d'avoir une voix. Puis en éliminant, en fait, le comité des usagers, ben, c'est un peu vraiment une dilution du pouvoir qu'il y avait. Ça revient aussi aux séances publiques que David Alexandre Mhm. parlait tantôt. Là, en fait, c'est vraiment ça. Tout à fait, merci Valérie. Donc effectivement, on voit qu'à plein de niveaux, ils viennent enlever la voix qu'on peut porter, là. Tout à fait. Des personnes concernées en plus. Aussi, encore dans la centralisation, il y a les plans stratégiques régionaux qui sont éliminés. En fait, c'est ça, il va y avoir seulement un plan stratégique de Santé Québec. Ce qu'on dit aussi, en fait, c'est que Santé Québec, toutes les décisions vont être prises par Santé Québec, comme on l'a vu, parce qu'il va y avoir un CA de Santé Québec. On dit que la loi permet des exceptions, qu'il y a certains pouvoirs qui vont pouvoir être délégués du PDG vers les CE, là, les conseils d'établissement, mais on ne sait pas de quel pouvoir on parle. Puis on dit que c'est toujours à la discrétion de Santé Québec. C'est- on parle vraiment de centralisation à ce moment-là. Les plans stratégiques également, comme je le mentionnais. Dans le fond, les organismes communautaires, on sera plus amené à contribuer à l'élaboration de ces plans stratégiques-là, puisqu'il n'y en aura plus. Puis, on élimine les mécanismes de consultation élargis. Fait que, comme on vient de le voir dans les diapos précédentes, on enlève encore des places où les gens peuvent s'exprimer, peuvent participer à ce qui les concerne, là. On dit, ouais, désormais, seul le PDG de la région peut prendre les décisions concernant les particularités de la population rejointe par son établissement. Donc, c'est une seule personne. Elle n'est pas sur le terrain autant que nous. Fait que ça aussi, là, les services risquent d'être affectés, d'être moins représentatifs, là, des besoins. Donc, en somme, pour ce bloc-là, nos craintes, c'est que la concertation des pouvoirs soit entre les mains du CA de Santé Québec et des PDG qui sont nommés par Santé Québec, la perte de proximité avec le terrain, des services moins adaptés aux besoins de la population, moins de participation citoyenne, moins de possibilités pour le communautaire de se faire entendre en l'absence des assemblées publiques lors des CA du CISAT. Que les organismes communautaires finissent par être avalés, comme on pourrait dire, par Santé Québec, qui finissent par disparaître si Santé Québec s'occupe de tout. Puis, donc, c'est nos craintes à long terme. Pour le processus de mise en place, je vais laisser ma collègue poursuivre. En fait, pour ce qui est du processus de mise en place, en lien avec la perte démocratique, on trouve que justement la consultation qui a été faite a, a pas permis aux citoyens ou aux groupes communautaires de prendre la parole là-dessus.
Donc, on parle de délais beaucoup trop courts entre le dépôt du projet et puis le début des consultations publiques, qui elle aussi était trop court. Donc, le temps de réagir, d'analyser n'était pas suffisant. Ensuite, ben, c'est un projet de loi, là, si vous l'avez feuilleté, vous savez, là, très volumineux. Puis encore là, bon, on aurait eu besoin de plus de temps pour l'analyser. Là, on parle de 300 quelques pages, je ne sais plus combien d'articles. Ensuite, bon, le nombre et la variété d'intervenants qui ont été consultés est dérisoire dans le sens où il n'y a pas tout type d'organisation qui a été consultée. C'était pas très représentatif, là, disons, de la population là, qui allait être touchée par cette réforme de santé-là. Et puis, ensuite, exclusion de dizaines de groupes de débat démocratiques, dont certains en défense de droits. Donc, comme un peu j'expliquais, là, plusieurs groupes en défense de droits n'ont pas été consultés. C'est pour ça qu'on est en réaction aujourd'hui. D'ailleurs, on est très content que vous soyez si nombreux là, parce que c'est une réforme qui est très préoccupante. Puis, bon, la DS+, qui n'a pas été faite dans l'élaboration de ce projet de loi-là. On sait que les femmes sont le plus grandement touchées là, parce qu'il se passe dans le secteur de la santé, autant en tant que travailleuse qu'utilisatrice des services. Puis là, le fait que l'analyse différenciée selon les sexes n'ait pas été appliquée dans ce cas-là nous inquiète aussi. Là. Donc, c'était vraiment là, dans le processus, on sent qu'il y a eu une perte démocratique. Oui, merci, Ariane. Donc, effectivement, c'est ça, dans ce que va être le projet de loi 15, il y a une centralisation perte démocratique, mais dans le processus même pour le mettre en place, il y a une perte là, démocratique. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Il semble vouloir aller de l'avant coûte que coûte.